Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui avec notre partenaire Adrea Mutuelle. Donc c'est l'URIF CFE-CGC en partenariat avec Adrea Mutuelle qui lance une conférence sur un thème qui nous est cher, notamment en ce qui concerne la qualité de vie au travail, c'est le droit à la déconnexion. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités qui vont se présenter et qui vont introduire ce thème. Alors, bonjour, merci à l'Union régionale et à Monsieur le Président de m'avoir confié l'animation de ce débat sur la déconnexion, qui n'est pas simplement un élément de la qualité de vie au travail, mais depuis quelque temps, avec la loi travail, un droit et un élément de la loi. Donc il y a maintenant une obligation légale de traiter, au niveau des représentants du personnel, avec la direction, un accord de déconnexion et de fixer les règles du jeu. Là-dessus, je me permets de rappeler à Monsieur le Président que la CFE-CGC était largement en avance sur son temps, puisqu'il y a 6 ou 7 ans de ça, on avait déjà traité sur le salon des comités d'entreprise sur lequel nous sommes la déconnexion chez Danone, avec un délégué syndical CFE-CGC qui avait été largement à l'initiative de cet accord d'entreprise chez Danone. Donc la CFE-CGC en avance sur certains points. C'est bien que les organisations syndicales montrent qu'on puisse prendre la main sur le législatif. J'aurai pour m'accompagner, je vais lui laisser la parole tout de suite, Alex Picot de l'ARACT, qui va dresser un portrait, et puis après, avec nos amis Alexandra et Nicolas des mutuelles Adrea et Ovi, parler de la prévention, puisque on est obligé de soigner les comptes de la Sécu et les comptes des mutuelles, et la prévention permet de garder des niveaux de cotisation un peu plus bas, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, ce que me disait Alexandra. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un sujet, le droit à la déconnexion, qu'on peut voir à l'entrée du salon. Rester connecté justement. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent qui est le droit à la déconnexion avec l'introduction de la loi travail. Alors moi, je fais partie de l'ARACT Île-de-France, qui est une association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et nous sommes partis d'un réseau plus large avec des ARACT dans chaque région, et également une tête de réseau qui est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui dépend directement du ministère du Travail. Et avant de vous donner donc la définition et ce qu'apporte la loi travail sur le droit à la déconnexion, je pense qu'il est important de préciser ce qu'est le droit et le devoir de déconnexion. Parce qu'on a effectivement le droit à la déconnexion qui est la construction de règles collectives au bon usage des TIC. Et on a de l'autre côté le devoir de déconnexion, ce qui est d'une responsabilité individuelle à se déconnecter et au bon usage des TIC. Et donc la loi droit à la déconnexion rentre vraiment dans cette construction collective du bon usage des TIC, de se déconnecter en dehors de ces horaires de travail. TIC, technique d'information et de communication. Exactement, pour ceux on peut qui... même dire nouvelle technologie d'information et de la communication. Tout à fait. Et donc la loi travail, elle introduit pour la première fois dans le droit français ce droit à la déconnexion. Elle le définit comme les modalités de déconnexion mises en place par le salarié et des dispositifs, sur tout ça qui est assez important, des dispositifs mis en place par l'entreprise pour permettre aux salariés de préserver le respect de ses temps de repos, temps de congé et vie professionnelle et vie familiale. Alors là, c'est très bien de reciter le texte parce que pour le vivre, moi dans mon entreprise en ce moment, on est en train de travailler sur un tel accord. Il n'y a pas avec, notamment, on va le citer celui-là parce que c'est celui auquel je suis confronté, Office 365, c'est pour ceux qui l'ont, l'entreprise ne peut pas réguler les entrées et sorties de mail par exemple. C'est possible avec l'autre logiciel Microsoft qui est Exchange, mais pas avec Office 365. Une mise à jour va être faite, on ne sait pas quand, elle a été demandée à Microsoft. Donc en ce qui nous concerne, puisque je suis en plein dedans, je peux vous faire un partage d'expérience, j'ai demandé à ce qu'un article oblige l'entreprise à faire une formation sur ce logiciel pour que le salarié, puisqu'il en a la possibilité avec ce logiciel, puisse régler lui-même les heures auxquelles il doit recevoir ou ne plus recevoir les mails. Mais ça doit être une démarche individuelle du salarié, avec ce que ça représente de risque
de celui qui le fait pas, de la pression du manager ou de pas la pression du manager. Mais pour le moment, on est contraint à ça jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour de Microsoft sur ce logiciel précis. Donc, la technique, quelquefois, fait barrière à la loi. Exactement. Et donc, pour continuer sur cette loi travail, on a aujourd'hui deux types d'entrées. Et la première entrée, c'est un accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion. Donc, qui rentre dans la négociation annuelle suite à la loi Rebsamen, égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Et donc, la loi El Khomri rajoute un item dans ces négociations annuelles qui est le droit à la déconnexion. Et si il n'y a pas d'accord, ça peut malheureusement pas toujours être le cas, c'est l'employeur qui définit les modalités de déconnexion et qui les transmet par tous les moyens aux salariés. Pour les entreprises avec un petit bémol, pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a une charte qui doit être élaborée avec avis des IRP. Donc voilà, on a d'abord l'accord, et si on n'a pas d'accord, une charte droit à la déconnexion. L'accord est toujours mieux que la charte. Parce que la charte, on sait comment on ne la respecte pas dans l'entreprise. Mais l'accord, vous avez un support. Alors ici, j'imagine qu'on a affaire à que des syndiqués, donc qui ont des mandats pour négocier les accords. Et quand on les négocie, on est aussi en capacité de les faire respecter. Donc c'est ce qui est important, on ne se contente pas d'une charte. Il faut impérativement qu'on arrive à un accord. Je pense que ça, je ne sais pas ce que le politique, le président, a comme avis sur la question. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut pour arriver à un accord et pas se limiter à un texte qu'on pourrait ne pas respecter. Le politique partage complètement ce point de vue. Il est bien évident qu'un accord, mais un accord à trouver est quand même assez difficile parce que je pense notamment à la problématique des entreprises de type multinational où il y a énormément d'échanges avec d'autres pays qui ont des cycles horaires qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres et souvent des conférences ou des échanges à des heures tardives de la nuit qui ne sont pas forcément compatibles avec nos horaires de travail ici en France. Oui, d'autant plus qu'on vient se confronter au problème du forfait jour chez les cadres, un autre grand débat. Mais alors là-dessus aussi, nous on y est confrontés puisqu'on est une entreprise pas multinationale mais internationale puisqu'on peut avoir en même temps des gens à Paris et à Jakarta, des gens à Paris et à Los Angeles ou Las Vegas. Là, le problème en matière de communication quand les salariés sont sur ces deux réseaux, c'est au maximum 4 heures. Entre les cycles des uns et des autres, pendant que les uns dorment, il y a 4 heures où il y a impossibilité de communiquer, donc ce n'est pas insurmontable pour l'entreprise. En revanche, dans les multinationales où certaines sont à la fois à Jakarta, à Las Vegas et à Paris, et où on doit faire des conférences téléphoniques, là ça peut poser problème. Et pour le droit à la déconnexion, à vous de mettre dans l'accord des récupérations, si vous devez faire par vidéoconférence par exemple, des réunions sur ces 3 fuseaux horaires différents. Mais ça, on doit pouvoir l'insérer sous contrôle de l'ARACT ou du politique. On doit pouvoir l'insérer dans un accord d'entreprise sur le temps de travail. Mais on peut le gérer. Et si je peux rajouter une expérience aussi de l'université d'Harvard qui a trouvé une solution à ce problème, ou en tout cas une partie de solution, en mettant un système de veille, c'est-à-dire qu'un salarié était déconnecté à partir de 18h sur certaines soirées, et un autre salarié prenait le relais sur les mails et pouvait consulter. Donc voilà, il y a des solutions, des compromis qu'on peut trouver sur ce genre de problématique. Il y a toujours... Alors, il faut de la bonne volonté des deux côtés, hein. Ça c'est indispensable. Mais il y a toujours possibilité de trouver un accord. Sauf si en face de vous, vous avez l'interlocuteur, le chef d'entreprise qui n'en veut pas et qui veut, lui, arriver simplement à la charte pour pouvoir y déroger. C'est pour ça que je pense qu'il est très important, quitte à faire des concessions, à trouver un accord. Parce que sinon, c'est comme si vous n'aviez rien, quoi. La loi impose simplement le minimum. Oui, puis la loi, aujourd'hui, sur la loi droit à la déconnexion, il n'y a pas de sanctions prévues. Il y a juste, voilà, si on a des recours individuels, là, l'entreprise peut se retrouver en difficulté. Mais au niveau des sanctions, pour l'instant, cette loi droit à la déconnexion, il n'y a aucune sanction prévue s'il n'y a pas d'accord ou de charte, pour l'instant. Alors, donc, parce que là, on vient de parler de la déconnexion téléphone et mail, mais il y a aussi les connexions au réseau de l'entreprise pour travailler sur les logiciels que peuvent être
d'où des demandes de participation, d'inscription ou simplement du travail que certains amènent à faire chez eux. Et j'ai été approché, c'était sur le salon de Rouen où on traitait qualité de vie au travail, par une chef d'entreprise d'architecture qui me disait: moi je suis très ennuyé, les architectes salariés sont des passionnés et ils peuvent travailler 20 heures, 22 heures par jour depuis chez eux. Et je veux traiter un accord pour couper la connexion au réseau à l'entreprise. Parce que je ne veux pas détériorer la vie privée parce que ça a un impact sur la productivité des salariés. Évidemment, ce n'était pas simplement pour la qualité de vie au travail des salariés, c'était aussi pour l'impact sur la productivité. Et ça aussi, ne pas pouvoir se connecter à des moments donnés oblige le salarié et oblige surtout les managers à restreindre la charge de travail et à respecter l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est très important. Alors, peut-être que l'ARAC, là-dessus, a des conseils ou a une expérience à ramener d'entreprise sur comment on régule les accès au réseau d'entreprise. Alors après, faut faire attention avec ce genre de dispositif, dans le sens où ça peut apporter pour l'entreprise du travail dissimulé. On va couper les serveurs, mais on peut avoir les salariés qui ont l'air très motivés apparemment de travailler dans ce cas-là plusieurs jours par jour, d'utiliser d'autres réseaux, des réseaux plus informels, et ça peut poser difficulté pour la protection des données ou ce genre de questions. Donc ce qui est important, je pense, c'est d'analyser vraiment le travail et l'activité de travail. Nous, c'est notre cœur de métier vraiment à l'ARAC Île-de-France, pour dégager des contraintes organisationnelles et changer l'organisation du travail pour éviter ces risques-là. Alors, deux choses là-dessus. Je pense que la connexion au réseau de l'entreprise doit se traiter sur un accord de télétravail. Parce qu'effectivement, si vous vous connectez au réseau de l'entreprise, c'est que vous vous connectez de chez vous. Donc là, on peut régler le temps de travail sur le lieu de l'entreprise, mais le temps de travail avec les nouvelles techniques de communication que nous avons et les nouveaux outils ordinateurs portables qui permettent de travailler de chez soi, régler ça, c'est dans un accord de télétravail, notamment pour éviter les réseaux parallèles pour y accéder, c'est interdiction d'utiliser du matériel personnel pour du professionnel. Première raison, qui va protéger l'entreprise, parce que ça c'est un argument que vous pouvez donner dans le cadre de la négociation de l'accord. Si j'ai un virus sur mon ordinateur, que je me connecte au réseau de l'entreprise et que j'infecte tout le réseau de l'entreprise, vous allez me licencier pour faute lourde. Donc je protège l'entreprise en disant on ne se connecte pas avec son matériel perso. Deuxième chose, l'entreprise doit payer l'abonnement Internet. Parce que là aussi, le réseau doit être protégé et il doit être un réseau professionnel. Ne serait-ce qu'en cas de panne, si vous êtes un professionnel, vous êtes traité plus vite que si vous êtes un particulier. Donc ces deux choses-là vont vous permettre de ne pas utiliser des réseaux parallèles pour vous connecter à l'Internet au boulot. Après, je ne sais pas comment on gère, il ne faut pas non plus être liberticide. Il y a des salariés qui peuvent avoir envie d'arriver le matin à midi et de travailler chez eux plus tard. Ça doit aussi se gérer, mais ça, c'est au cas par cas. Quand on négocie un accord d'entreprise et qu'on représente les salariés, ce qui est votre cas, vous êtes tous représentants des salariés, vous devez faire un accord qui ressemble aux salariés de l'entreprise et qui doit prendre en compte largement les aspirations de chacun. Ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Oui, tout à fait. C'est de prendre en compte, de sortir en fait des solutions clés en main, des bonnes pratiques toutes faites, et vraiment d'analyser ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est ce qu'apporte cette loi qui vient, je le rappelle, du rapport Mettling, donc le directeur général adjoint de chez Orange. Oui, c'est DRH de chez Orange. DRH adjoint chez Orange, DRH, pardon. Et donc qui, dans son rapport qu'il a remis à la ministre du Travail, préconise l'expérimentation chez chaque entreprise de son droit à la déconnexion et de ne pas apporter des solutions toutes faites. Alors, là je me retourne vers André. Est-ce qu'on peut penser que le droit à la déconnexion doit se gérer en complément obligatoirement d'un accord sur le télétravail? Alors, pas forcément. Pas forcément. Mais par contre, vous évoquiez beaucoup, vous parlez beaucoup de la loi El Khomri sur le droit à la déconnexion. Aujourd'hui, force est de constater que les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Donc il est peut-être un peu prématuré d'anticiper sur, y compris les responsabilités des uns et des autres et les pénalités qui pourraient être appliquées, parce que ça peut faire l'objet aussi de prérogatives qui soient inscrites dans les décrets d'application. Mais moi, je dis que le télétravail et le droit à la déconnexion sont
peuvent être liées, mais c'est quand même, de mon point de vue, deux choses complètement différentes. Sur les amplitudes de ceux qui amènent du travail à la maison, et fatalement, il faut protéger le salarié. Pour protéger le salarié, il faut le prendre en compte, quoi. C'est pour ça que je pensais que lier les deux était un axe pratique qui pouvait donner un peu plus de grain à moudre dans le cadre de la négo. Parce que c'est toujours pareil, hein. Le plus on a d'éléments dans la négo, le plus on peut dealer, quoi. Parce que c'est ça aujourd'hui. Alors pour les décrets, Myriam El Khomri était là hier. Je lui ai posé la question, les décrets d'application c'est pour quand? Avant Noël. Tout sera sorti avant Noël. On y croit, c'est le Père Noël, c'est ça, non? Non, je reviens quand même sur le lien télétravail et sur le droit à la déconnexion. Moi, je dissocie un petit peu les deux, mais après, il faut vraiment regarder, c'est la typologie des salariés, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Je crois qu'en fonction des entreprises, on aura des cas de figure assez différents. Le télétravail, pour moi, il est quand même assez borné. Si on considère que les horaires de travail, c'est de 8h à 17h, il n'y a pas à utiliser en dehors de ces heures-là les outils. On est vraiment pendant la période de travail. Par contre, la problématique, c'est tout ce qui est lié à la connexion et à la déconnexion, et notamment à l'utilisation abusive des mails qui foisonnent le week-end, et où nombre de salariés s'empressent de répondre à leur patron pour pouvoir démarrer le lundi en ayant évacué toutes les informations demandées ou tout le reporting qui est demandé. Je pense que là, il y a un gros travail à faire, il y a un gros travail d'encadrement à faire. Mais comme a dit également un patron, il m'a dit, mais c'est pas parce qu'on t'a écrit un dimanche que tu es obligé de répondre. Alors, là, je ne sais pas si l'ARACT a eu ce type de sujet à aller enquêter dans les entreprises, parce que l'ARACT intervient quand il y a un accord parfait entre les représentants du personnel et le chef d'entreprise. Est-ce que vous avez été alerté là-dessus pour diagnostiquer où se trouvait le problème de cette communication intempestive les week-ends? Est-ce que vous avez eu à traiter ça? Est-ce que vous êtes allé en entreprise? Alors on a eu un cas d'entreprise, et il s'est avéré que c'était vraiment les managers qui envoyaient des mails qui avaient ce genre de discours finalement. Voilà, le salarié n'a qu'à pas répondre, mais effectivement, le salarié se sent responsable de répondre derrière. Et il y a une culture également, une culture d'entreprise une culture d'entreprise très forte où on doit répondre sous 5 minutes aux mails qu'on reçoit. Il y a aussi cette dimension culture d'entreprise où on doit répondre assez vite, et on se sent responsable quand on reçoit un mail effectivement de son supérieur, de répondre assez rapidement. J'allais dire que c'est la culture actuelle de l'immédiat. Avant, dans le cadre de votre travail, un client vous demandait quelque chose, vous lui répondiez par courrier, il attendait 48 heures pour le recevoir. Aujourd'hui, il vous envoie un mail, 1 heure après, il s'étonne de ne pas avoir eu de réponse. C'est-à-dire que ça, c'est dans la culture générale. On a passé la culture de l'entreprise. On est dans l'immédiat. Alors, j'allais dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'il y a quelques temps, parce qu'il y a quelques temps, on avait des petits appareils qui clignotaient vert et qui clignotaient rouge quand on avait un mail. Et ça pouvait arriver le week-end, dès qu'il clignotait rouge, même si c'était une pub, on se sentait obligé de le voir. Donc, alors maintenant, c'est un peu plus facile. Avec ces appareils qui clignotent plus, on est un peu plus tranquille, parce que l'œil est attiré par cette petite lumière, et ça, c'est anxiogène aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une urgence? Parce que, comme on est dans l'immédiat, maintenant, tout est urgent. Avant, il y avait à faire. Maintenant, il y a l'urgent, le très urgent et le très très urgent. Et on se sent toujours obligé d'être sous cette pression. Et la pression, ça peut... Et c'est là qu'on va se retourner vers nos partenaires, des mutuelles Adrea et Ovi MCD. Un burn-out, ça coûte cher. Ça peut aller très loin. En effet, ça peut avoir des conséquences très lourdes pour un salarié et aussi pour sa famille. C'est en ça que pour nous, on agit surtout sur la prévention. Le droit à la déconnexion peut très vite aller sur des risques psychosociaux pour des salariés, et donc peut avoir un préjudice très lourd tant sur un plan personnel que professionnel. Et donc c'est un peu une de nos missions d'intervenir pour traiter en amont tous ces sujets de prévention liés aux conditions du travail. Oui, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que il faut... Monsieur Lambert me demandait quand on est arrivé quel est le rapport finalement entre une mutuelle que vous êtes et le droit à la déconnexion. Alors évidemment, au-delà d'être partenaire de l'Union régionale, et c'est pour ça qu'on est là, c'est vrai que nous, notre mission,
c'est d'aller voir les entreprises, d'aller voir les représentants du personnel pour mettre en place avec eux des actions de prévention dans l'entreprise pour expliquer aux salariés effectivement les dangers du stress au travail, de la déconnexion, des risques psychosociaux, etc. Donc là, on est là aussi, nous, pour accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Alors, quand vous allez voir vos employeurs pour traiter, puisqu'a priori, il risque d'y avoir un miracle et que tous les décrets d'application, selon ce que m'a dit la ministre hier, il paraît qu'on est à 80%. 80% s'ils ne sont pas publiés, sont prêts à être publiés dans les 10 jours. Et le reste, d'ici Noël, des choses un peu plus compliquées, qui doivent passer notamment 1 ou 2 au Conseil d'État sur l'article 2, etc. Vous pouvez lui dire à votre employeur qu'il y a des endroits où ça marche. Et puis pas des petites entreprises. On a évoqué Danone tout à l'heure. Danone, c'est pas le boucher du coin, quoi. On a Volkswagen, Daimler, la liste des entreprises est longue. Et peut-être que vous, à l'ARACT, vous avez quelques entreprises de toute taille qui montrent qu'on peut faire fonctionner un accord de déconnexion et que ça n'a pas coulé l'entreprise du jour au lendemain. Alors nous, on est sur l'accompagnement des entreprises. On les aide à faire et après, elles rédigent effectivement leur accord. Et nous, on est là vraiment pour les aider à mettre en place des dispositifs de droit à la déconnexion. Alors, on a fait plus des interventions autour de la qualité au travail et forcément, ces problèmes de déconnexion reviennent assez vite. Et j'en profite du coup très brièvement pour proposer à tous ceux qui nous regardent d'aller sur notre site internet et s'ils ont des demandes pour le droit à la déconnexion, de nous faire une demande. Nous sommes du coup en recherche d'entreprises pour pouvoir expérimenter nos méthodes et pouvoir les diffuser à un plus large public par notre agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Voilà, n'hésitez pas, si dans vos entreprises vous êtes en train de traiter des accords, de les partager parce que on va tous y être contraints. Tous, dans toutes les boîtes, on va y être contraints. Et c'est bien de savoir comment ça se passe à droite ou à gauche, quelles que soient les organisations syndicales, parce que les typologies d'entreprises, elles dépassent les organisations syndicales. C'est les salariés qui font les entreprises. Et c'est bien de savoir sur quoi on s'appuie, parce qu'on n'a souvent pas d'idée. Là, nous, on est confronté à un problème technique, donc l'idée, c'est de rajouter un article, que je vous expliquais tout à l'heure, avec un logiciel de messagerie qui ne nous permet pas de... Bon. Et avec un autre problème technique, quand on a des gens qui font le SIAL, puisqu'on est organisateur du Salon de l'alimentaire, qui va avoir lieu à Paris dans quelques temps, mais aussi à Jakarta. Les réseaux utilisés sont les réseaux parisiens, c'est-à-dire que l'informatique, elle, reste à l'heure de Paris, alors que nos collaborateurs qui sont sur place sur Salon sont à Jakarta, avec un décalage horaire qui doit être de 6 ou 8 heures, je ne sais plus exactement, je vais vous le dire. Donc ça, c'est très compliqué de couper le réseau quand vous avez des gens qui sont sur place sur un salon comme nous aujourd'hui, mais avec un décalage horaire qui ne leur permet plus de travailler, puisque on discute sur des grands salons comme le SIAL à Jakarta, qui a plusieurs halls. Imaginez la porte de Versailles avec 4 ou 5 halls, évidemment qu'on communique par mail. On ne part pas d'un côté à l'autre à pied à longueur de journée. Donc là, on est confronté à ces problèmes-là. C'est la typologie de l'entreprise. Vous avez d'autres typologies et en faisant un échange d'idées, on peut retrouver et s'entraider. C'est un peu le but qu'on essaie de mettre en place sur le salon des CE, s'entraider pour avancer et être conforme à la loi au bénéfice des salariés. Et puis après, le lieu d'échange, ça peut être le pot commun, ça peut être celui de l'ARACT, qui peut relayer, parce que l'ARACT est là pour ça. Ça fait partie des missions de l'ARACT. Exactement, de relayer les bonnes pratiques et des méthodes que les entreprises peuvent s'approprier pour mettre en place une démarche droit à la déconnexion, qualité du travail, enfin tous les thèmes qu'on traite à l'ARACT. Alors vous avez la chance, vous, d'être dans une organisation syndicale qui avait traité ça bien avant, donc je le citais en introduction. Rapprochez-vous de l'URIF, puisque le siège de Danone étant en région parisienne, je pense qu'ici, à l'URIF, vous devez avoir de quoi faire. Et puis nous, alors, ce qui va se passer là tout de suite, on va arrêter l'enregistrement vidéo, et puis on va vous passer le micro pour que vous posiez des questions et que chacun d'entre nous, André, Alex, Alexandra, Nicolas, puissons vous répondre sur les points que vous avez, si c'est déjà une inquiétude ou une volonté de votre part de le mettre en place. On va faire ça dans 2 minutes. Signer les chartes. Quelqu'un d'autre pour... qui va mettre en place déjà, qui est en avance sur la loi, puisque le décret d'application, celui-là, je crois qu'il n'est pas dans ceux qui sont sortis, mais c'est un de ceux qui vont sortir les plus rapidement, d'après ce que disait Myriam El Khomri hier. Ici même, à votre place, Alexandra, tiens. Vous êtes à la place du ministre. Le futur ministre. Personne... Ah,
Moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a une course à la rentabilité et à la productivité. Comment faire pour que certains salariés qui ne répondent pas aux mails après 18h ou après 19h ne soient pas mis de côté et puis un peu stigmatisés par l'employeur? Moi, je veux bien répondre là-dessus parce que je pense qu'il est faux d'opposer la connexion permanente à la productivité. C'est plutôt l'inverse. Je pense qu'on a des syndromes d'épuisement de personnes, des gens qui sont pas forcément en burn-out, mais qui peuvent être un petit peu en amont du burn-out, qui sont, alors selon les terminologies, on parle de présentéisme, et donc c'est de la non-productivité. J'écoutais des sociologues, des médecins du travail, etc., qui disaient que dans les entreprises, le présentéisme était plus fort que l'absentéisme, et il représentait au niveau de la productivité entre 7 et 11% pour certaines entreprises. Donc je pense que le traité par l'accord qualité de vie au travail ou bien-être au travail permet d'améliorer la productivité d'une entreprise, et ça il faut vraiment arriver à passer ces discours-là au niveau des directions, et qu'à partir du moment où on a, je pense, un certain nombre d'éléments, et on parlait tout à l'heure des complémentaires santé, je pense que les coûts de prévention, c'est même plus de la prévention, c'est des coûts de soins pour essayer de bien dormir, pour essayer de se reposer, parce qu'on est à la limite de la dépression, etc. Ce sont quand même des coûts et des indicateurs importants qu'il faut mettre en avant dans le cadre des négociations, et qui permettent d'avoir un constat partagé avec la direction. Et à partir de là, je pense qu'on doit pouvoir actionner ces leviers et surtout faire attention de ne pas tomber dans le piège de la connexion permanente, c'est de la non-productivité. Il faut savoir que comment protéger un salarié, s'il y a un accord qui dit il n'y a pas de mail qui arrive après 19h et avant 8h du matin et pas le week-end, il est protégé de fait puisque ces mails n'arrivent pas. Il est protégé de fait puisqu'il ne peut pas répondre puisqu'il ne le reçoit pas. S'il est déconnecté par une technique mise en place dans le cadre d'un accord. Donc de fait, il est... Alors, Jean-Noël me posait une très bonne question. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les textes pour le droit à la déconnexion dans la fonction publique? Ça aussi, on est hors code du travail, là, puisqu'on est dans le code de la fonction publique. Donc, comment ça se passe hors code du travail? Est-ce que quelque chose est prévu? Est-ce que la RACT a... À ma connaissance, ça concerne tout le monde, en tout cas. Mais... Moi, j'ai fait ma carrière dans l'éducation nationale que je viens de quitter. J'étais inspecteur de l'éducation nationale. Tous les dimanches soirs, il fallait vérifier les mails sur notre adresse parce que l'emploi du temps changeait pour le lundi matin. Ça pouvait changer les endroits de réunion. Les recteurs, les inspecteurs d'académie abusent de ça aujourd'hui et il n'y a pas de texte. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, dans la fonction publique, le code du travail ne s'applique pas. Les recours, c'est des recours administratifs. Oui, c'est hors code du travail, c'est le code de la fonction publique. Comme pour les salariés agricoles d'ailleurs. Ils sont hors code du travail depuis Fillon. C'était plus arrivé depuis l'occupation. Quelqu'un d'autre sur la déconnexion? Je voulais revenir sur la question du monsieur en parlant, quand on parlait de productivité. Quand on parle aussi de messagerie électronique, on pense aussi aux interruptions. Et on est très souvent, un cadre, c'est dérangé toutes les 12 minutes par un mail professionnel. Et finalement, quand on parle de productivité, ça peut nuire aussi à la productivité. On n'entend pas assez souvent ce discours où on a vraiment des difficultés à se concentrer et à rendre un rapport à temps ou ce genre de choses. C'est ça, c'est la gestion de l'urgent, du très urgent, du très très urgent. Ce qui fait que la première urgence, le rapport, on ne le rend plus, quoi. Parce qu'il y a une urgence qui passe devant une urgence. Moi, je voulais rajouter en complément, c'est le nombre de mails que l'on reçoit et qui ne nous concernent pas. Parce qu'on est en copie de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Moi, je reste persuadé qu'il y en a 60 à 70% qui ne nous concernent pas. On est en copie systématique. Donc, là aussi, il y a certainement des gains de productivité à avoir en essayant de mieux flécher justement la messagerie interne et les destinataires. Alors, chez nous, on a reçu une note là-dessus en disant « Ne mettez pas en copie la terre entière de vos mails parce que ça pollue tout le monde. » Alors, justement, dans la plupart des messageries, il y a ce qu'on appelle des règles. Et les règles, elles sont extrêmement utiles. Amusez-vous à vous créer la règle suivante.
Si mon nom figure en copie, alors classé dans un dossier copie. Parce que si vous êtes en copie, c'est que vous n'êtes pas concerné, vous n'avez rien à faire. Vous le balancez dans un dossier copie, vous le regardez une fois par mois, vous allez voir, ça va alléger votre mail. Alors après, c'est contourné par direct pour info. Donc on n'est plus en copie, mais on est en destinataire pour info. Et il remonte. On a connu ça. Je crois qu'il faut essayer aussi d'utiliser les règles au profit des salariés. Et nous, délégués syndicaux, délégués du personnel, on est là aussi pour aider les collègues à trouver les moyens de faire baisser la pression. Alors effectivement, quand ils sont déjà... Et là, je me sens particulièrement concernée. J'ai reçu cette semaine dans l'union départementale quelqu'un qui est en burn-out, qui ne veut pas retourner dans son entreprise, tellement elle en a jusqu'aux oreilles. Et c'est extrêmement difficile. Et là, il y a tout un accompagnement à faire. C'est pas très simple. On est aussi là donc pour les accueillir, hein, et pour les accompagner. Et puis aussi dans le travail à la maison, on a évoqué comment ne pas retourner quand on arrive à la maison sur le réseau de l'entreprise. Faut pas être. Alors là, il y a un moment où les représentants du personnel, parce que je suis aussi représentant du personnel, il faut qu'on respecte aussi les volontés des salariés. Donc il faut les protéger, d'une part. Et puis il y a ceux qui veulent finir un dossier en arrivant à la maison. Ceux-là, il ne faut pas les empêcher de le faire non plus. Et c'est là où on a une ligne qui est très fine, où il faut que nous sachions, nous, déterminer si c'est effectivement le salarié qui volontairement se met dans cette situation, ou si c'est la pression subie par le management qui le fait se mettre dans cette situation. Et là, on se retourne vers la RAC de nouveau. Est-ce que vous savez, vous, séparer le bon grain de livret là-dessus, et quels sont les outils qu'on peut avoir pour déterminer si les salariés sont dans cette situation de leur propre gré ou sous la pression du management, qui va faire que même si on les empêche de se connecter, ils vont récupérer les dossiers sur leur disque dur et le travailler de chez eux pour leur ramener prêt au bureau le lendemain. Parce que ça aussi, il faut... On n'a pas la science infuse, on n'est pas des extraterrestres pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens, et on ne peut pas être de partout à la fois. Là, je pense que clairement, c'est une des plus-values de la RAC, en tant qu'organisme, en tout cas extérieur, de venir interviewer ou avec des entretiens avec les salariés, avec des techniques d'entretien, et aussi avec des questionnaires, et avoir cette neutralité, en tout cas dans nos interventions, entre la direction et les représentants du personnel. Je pense que c'est avec une démarche comme celle de la RAC qu'on peut faire remonter ce genre de problématiques et les différents cas individuels comme vous parlez. Parce que je vais prendre un exemple qui est arrivé il y a peu, elle n'est pas par là, parce que sinon je vous l'aurais présenté. Ma manager, je me lève un matin, elle m'avait envoyé un mail à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Alors, attention, sur ces mails-là, il n'y avait rien de tâches à rendre pour les 15 jours à venir. C'était juste... des messages qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter, qu'elle m'a fait passer. Donc je l'attrape le matin, j'ai dit j'ai vu tes mails ce matin, donc évidemment je ne te répondrai pas, mais tu pourrais dormir la nuit, pour ta santé, puisque représentant du personnel c'est ma N+1, mais je suis représentant du personnel aussi pour ma N+1. Elle m'a dit de toute façon je ne dormais pas, mais ça peut ne plus arriver aussi, c'est simplement parce que à ce moment-là j'y ai pensé, puis je tournais, je virais, et il n'y avait rien à la télé, donc j'ai pris mon ordinateur et je t'ai fait passer ces mails pour info. Donc, différent de ce qui est arrivé à ma propre fille il y a 3 semaines, où elle reçoit un mail à 23h30 pour lui dire « Viens plutôt au bureau le lendemain ». C'est-à-dire, au lieu de venir à 9h, viens à 8h30, il y a une réunion. Ce sont deux choses différentes. La personne qui, de son propre gré, qui ne dort pas, traite ses mails et dit « Je vais envoyer ça, comme ça, je n'ai pas à le faire demain », c'est une chose. Surtout s'il n'y a pas d'indication impérative d'une tâche à faire pour un collaborateur dans les 8 ou 10 jours. En revanche, ce qui s'est passé pour ma propre fille, que j'ai commencé par engueuler d'ailleurs, parce que fille de délégué syndical, accepter ça, ça ne se fait pas, d'accepter et de confirmer qu'elle sera bien là plus tôt, ça, je crois que je lui en ai passé l'envie. Ce sont deux choses différentes et à bien dissocier. C'est pour ça que nous, représentants du personnel, on doit protéger celui qui reçoit le mail, vient plus tôt demain matin et qui reçoit ça très tard le soir, de celle qui dit, moi, il n'y a rien qui m'oblige de le faire, mais je le fais parce que j'arrive pas à dormir et puis il faut que je trouve quelque chose à faire. J'ai fini mon bouquin. Elle avait fini son bouquin aussi.
j'ai fini mon bouquin, j'ai rien d'autre sous la main, j'ai lu le journal, j'arrive pas à dormir, je fais ça. Il faut pas être liberticide non plus, on est des délégués syndicaux, on n'est pas des dictateurs. Hein. Je ne sais pas si dans vos formations, la CFE-CGC, vous arrivez à faire passer ça comme message, et c'est surtout le discernement, quoi. C'est le plus compliqué, c'est avoir du discernement. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait par des machines, du discernement, il n'y en a plus. Et c'est à nous à en avoir pour deux, le salarié, pour trois même, le salarié, le patron, le syndicat et la santé de tout le monde pour économiser sur nos cotisations mutuelles et sécurité sociale. En faisant tout ça, on doit pouvoir y arriver, mais c'est compliqué. Et là-dessus, est-ce qu'il y a des formations à la CFE-CGC? Absolument, il y a des formations sur... c'est regroupé au niveau d'un package santé au travail. Et il y a des formations sur ces sujets, pour nos délégués, nos militants, et justement pour appréhender les accords de qualité de vie au travail. Et justement sur ces points-là, je pense que vous pouvez profiter du fait que ces formations vous permettront de pouvoir peut-être mieux appréhender, mieux négocier des accords dans les entreprises. Alors fin novembre, les prochaines, rue du Rocher? Oui, c'est rue du Rocher. Rue du Rocher. Toutes les formations rue du Rocher. Absolument. 26 ans que je rappelle aux élus et aux mandatés que j'ai dans ce type de manifestation. Formez-vous. Formez-vous. Sur la formation d'ailleurs, rapprochez-vous de vos structures territoriales. La loi a changé, la subrogation, etc. C'est un peu plus compliqué dans l'administratif. Donc renseignez-vous sur le fonctionnement, que ce ne soit pas une barrière à votre formation, surtout quand il est question de santé. Au-delà de la formation, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger, parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui sont dans d'autres typologies d'entreprises, et vous pouvez avoir des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre et que vous pouvez récupérer pour les intégrer dans vos accords d'entreprise. D'autres questions, d'autres idées, suggestions, partage d'expérience, on prend tout. Hein. Moi, je fais le tour de France, comme ça, après, je partage. Alors, oui, moi, je voulais vous citer un cas que j'ai vu au Prud'homme il n'y a pas très longtemps, de quelqu'un qui, sous la pression de son entreprise et de sa hiérarchie, hein, à qui, donc, cette personne, ce salarié, on lui avait confié une montagne insurmontable. Il a sorti des fichiers de son entreprise alors que c'était strictement interdit pour finir le travail le soir. Il s'est retrouvé dehors. Donc, et là c'est dramatique parce qu'on met quelqu'un dans une situation de stress violent. C'est soit il ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, soit il se met en faute. Et de toute façon, dans les deux cas, vous voyez ce qui arrive. Donc, attention, hein, vigilance. Vigilance, quand on vous dit on ne sort pas les dossiers parce que les logiciels sont confidentiels, eh ben on ne les sort pas. Même cas, moi je vais citer l'entreprise parce que c'est tellement lamentable ce qui s'est passé. SGS, c'est une boîte de certification. Pourquoi je dis que dans un accord de télétravail, on doit stipuler qu'utiliser le matériel personnel est interdit? L'ordinateur de l'entreprise portable en panne, un travail à finir d'urgence, il prend son ordinateur perso, il se connecte au réseau de l'entreprise, il charge un fichier, viré. Viré. S'il avait eu interdiction d'utiliser son ordinateur perso, alors il aurait soit pas fait le travail, soit il serait retourné au boulot reprendre un autre ordinateur et il aurait fini son travail. C'est pour ça que ces détails qui peuvent paraître anodins, peuvent prendre des proportions considérables dans une sanction, parce qu'effectivement, il est interdit de télécharger sur du matériel perso du fichier d'entreprise. C'est du b.a.-ba. Et même avec la meilleure volonté du monde, quand l'entreprise veut se débarrasser de vous parce que votre salaire il est un peu plus au-dessus de la moyenne des autres, c'est formidable la porte ouverte que vous donnez au patron. Terminé. S'il n'y a plus d'intervention, je vous remercie d'être venu. Je remercie de nouveau la CFE-CGC de sa confiance. Et je remercie les partenaires et la RACT. Et on se revoit le semestre prochain au Salon CE. Moi, je vous remercie d'avoir participé à cette petite conférence. Et je vous invite sur le stand de la CFE-CGC, le C94, me semble-t-il, pour un pot de l'amitié.